autant l'eau c'est visible, tu vas voir ta rivière, tes cailloux, tes remous, tu vas juste avoir à gérer ça techniquement. Autant l'air, elle n'est pas du tout. Alors on a quelques matérialisations avec les nuages, où des fois on arrive à voir comment ça fonctionne. Mais sinon, il faut à chaque fois s'imaginer un flux, et puis se faire un espèce de schéma mental de où est-ce que je vais avoir un appui au vent, où est-ce que ça va être sous le vent. Donc soit j'ai des gros thermiques avec des hauteurs, ce qu'on appelle des hauteurs de plafond, c'est la capacité à monter. Donc ça va dépendre vraiment de l'aérologie pure. Il y a des jours où on va pouvoir juste monter au-dessus du décollage, et puis il y a certaines journées, tous les 3 ans, on peut poser au sommet du Mont Blanc. C'est Laurie Genovese sur le podcast Ultra Talk. Aujourd'hui, Laurie va nous emmener dans les airs, très très haut dans les airs. Celle qui est multiple championne de France, championne du monde de parapente, et qui s'est même posée sur le sommet du Mont Blanc avec sa voile pour en redécoller la photo à peine prise, va nous faire découvrir les coulisses de sa discipline, mais aussi sa spécialité qu'est la distance. À quel âge Laurie a volé pour la première fois, les sensations que cela lui procure au quotidien depuis son plus jeune âge, par quelle technique elle reste en l'air des heures sur des distances de plusieurs centaines de kilomètres parfois, mais aussi le moment où elle a dû ouvrir pour la première fois de sa vie son parachute de secours, pensant que son heure était venue. Laurie va nous parler de sa toute dernière aventure cet été, sur la Red Bull X-Alp, où il faut aller chercher ses propres limites physiques, mentales, mais aussi matérielles, entouré d'une équipe au sol. Vous l'entendrez dans cette conversation puisque c'est la première fois qu'un invité m'invite à partager son sport. Je me sens tellement bien les pieds sur terre, mais on ne refuse pas de voler, de partager la passion d'une championne. Et quelque part, je n'attendais que cela. Alors Laurie, c'est avec grand plaisir. Oui, j'accepte ton invitation du côté d'Annecy quand les conditions seront optimum. Heureusement que tous ne prennent pas le réflexe de m'inviter sur ce type d'aventure, je risquerais de devenir moi-même un vrai aventurier. Et cela pourrait très certainement me donner des idées de projets pour les années à venir. Un grand merci Laurie pour cette invitation et merci pour le partage. Mais je ne vous fais pas plus attendre et laisse place à mon invité du jour, Laurie Genovese. Bonjour Laurie. Oui, bonjour Arnaud. Je suis ravi de te rencontrer. Bienvenue chez Grimpeur, on est confortablement installé dans le café à Lyon. T'es pas très loin d'ailleurs, hein. T'es originaire d'Annecy, c'est bien ça ? C'est ça, oui, plus ou moins un petit peu plus près de Genève, mais c'est juste à côté d'Annecy, effectivement. Bon, tu vas nous parler de ton parcours, de ta passion, de qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui, mais moi qui ai observé ton sport, ta discipline, on peut avoir parfois, en tout cas pour moi, pas des a priori, mais disons, est-ce que le parapente est un sport à risque aujourd'hui ? Comment tu pourrais, toi, le classifier ? Effectivement, c'est un sport à risque, mais pas un sport extrême. Je dirais que ça reste un sport à risque autant que l'est le ski de randonnée, ou la randonnée, tout simplement. Mais après, comme tout, je pense qu'on est capable aujourd'hui de maîtriser une certaine part de cette prise de risque. Et donc, moi, je vole depuis pas mal d'années et j'essaye justement de dire aux gens, ça reste une activité qui, si elle est faite avec pas mal de recul, en laissant le temps de prendre de l'expérience, et puis surtout en respectant un peu la nature, parce qu'on est dans un sport où, voilà, c'est comme quand on va skier, on est obligé de regarder les conditions en neige. Là, quand on va voler, on est obligé de regarder les conditions aérologiques avant d'y aller. Mais je pense que ça peut se pratiquer sans prendre trop de risques. Alors, tu nous as dit justement que tu volais depuis longtemps. On va un petit peu rembobiner l'histoire. Comment tu es arrivé dans cette discipline et depuis quel âge ? Quels sont tes premiers souvenirs ou la relation avec la voile au-dessus de toi ? Ouais, alors j'ai eu la chance d'avoir un papa parapentiste. Donc lui, il vole depuis, je crois qu'il a commencé en 88. Ça fait un petit paquet d'années. Donc quand on était petite avec ma sœur, les dimanches, on était sur les sites de parapente en train d'attendre papa. Donc c'était déjà de l'ADN depuis tout voilà, petit. C'est ça. Et du coup, il m'a fait faire mon premier biplace à 7 ans. Okay. Voilà, donc ensuite j'ai fait pas mal de biplaces avec lui. Donc premier vol à 7 ans. Voilà, premier vol à 2. des images ? Ouais, je me souviens, c'était du côté d'Annecy, au Semnoz, et je me souviens regarder mes pieds, regarder les champs en dessous et me dire mais waouh, c'est juste fou la hauteur qu'on prend et la vision qu'on peut avoir du coup sur la terre. Et ensuite. Mais tu as eu peur ou ça t'a plu Non, ça m'a plu. J'ai vraiment trouvé ça chouette. Il a vraiment attendu que je demande. Ça faisait, je pense, 2 ans que je demandais. Puis au bout d'un moment, il s'est dit bon allez, je l'emmène. Elle sait vraiment ce qu'elle veut. Parce que bizarrement, ma maman n'a jamais volé.
Elle a toujours dit qu'elle était bien les pieds sur terre. Et du coup, on n'a jamais réussi à l'emmener en vol. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé en faisant du coup du biplace. Et puis après, j'apprenais à faire du parapente sur ce qu'on appelle des pentes-écoles, des champs avec un petit peu de pente pour réussir à faire un décollage toute seule. Et je me suis lancée toute seule à l'âge de 14 ans. Il faut savoir qu'en France, on peut commencer à 12 ans. Il y a un âge, c'est ça, je crois, 12 ans en étant encadré en école. Et après, à partir de 14 ans, on peut prendre son assurance, acheter son propre matériel et aller voler tout seul. Et ta sœur a volé de la même manière ou pas du tout? Ma sœur a volé aussi en biplace, donc elle a 4 ans de plus que moi. Mais elle faisait de la natation, plutôt haut niveau quand elle était jeune. Et ça lui a un peu moins plu. Elle a fait un stage, elle a appris, mais elle n'a pas continué. Donc des fois, ça m'arrive de l'emmener en vol, mais c'est pas mal parce que ça équilibrait un peu dans la famille. C'est équilibré dans la famille. Et la maman doit être inquiète, non, ou pas du tout? Non, je crois qu'aujourd'hui, du coup... Elle sait que tu le fais de manière sécurisée. Voilà, et puis ensuite, il faut juste accepter... La passion. Voilà. Et donc, très, très jeune, à moins de 10 ans, les premiers sauts, ça te plaît. Et ensuite, de ce que j'ai pu lire et les renseignements que j'ai pu avoir sur toi, tu intègres une sorte de sport-études, c'est ça? Voilà, donc le seul sport-études, c'est un pôle espoir qui est à Font-Romeu, dans les Pyrénées. Voilà, c'est le seul pôle espoir en France sur l'activité parapente. Donc j'ai intégré ça pour mon année de première au lycée. Et donc par rapport aux autres pôles, comme c'est un sport où on commence vraiment plus tard, là on rentre avec un petit niveau. Moi je faisais pas encore de compétition et c'est comme ça qu'on apprend du coup à progresser et à faire ses premières compétitions régionales. Mais quand tu dis je faisais pas encore de compétition, est-ce que c'est la compétition qui t'attirait dans ce sport? Parce que on parle du parapente, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi plusieurs disciplines, tu vas nous l'expliquer. Est-ce que c'est la compétition qui t'attirait ou juste le fait de voler? Non, juste le vol. Moi vraiment de progresser, de pouvoir aller plus loin. Donc effectivement, en parapente, on va considérer 3 disciplines. Il y a d'un côté l'acrobatie, où là le but c'est de faire des figures. Et du coup en compétition, il y a un juge qui va regarder les figures et l'enchaînement des figures et qui va le noter. Ensuite, il y a la distance. Donc ce que je fais initialement, là la distance, ça ressemble à des régates de bateau. C'est le plus simple pour comprendre. Donc on a un GPS, on rentre des balises, on va faire un parcours suivant le niveau de la compétition entre 50 et 150 km. Donc c'est relié un point A à un point B. C'est ça, donc plusieurs points, souvent c'est un parcours. Où tu dois passer, d'accord, donc tu dois passer, tu dois valider quelque part des balises. Des bouées virtuelles. Ouais, voilà, c'est tout sur... historiquement, ils faisaient ça à la photo, mais maintenant c'est tout avec des GPS et des applications où du coup on peut passer ces balises. Et une troisième discipline que j'ai commencé du coup cette année et qui est en train d'émerger, c'est le marché-vol. Donc là, ça consiste à faire un parcours, pareil, c'est des balises, mais souvent c'est des parcours plus longs, où on utilise la marche et le vol pour se déplacer. C'est-à-dire que tu as un point A, un point B, et entre les deux, tu peux et marcher et voler, mais l'objectif est d'arriver le plus vite possible. Faut avancer sur le parcours le plus vite possible à l'aide simplement de 2 moyens. Donc soit on a des belles conditions météo, on peut voler, soit c'est un petit peu plus compliqué, et là on plie le parapente, on le met sur le dos et on marche. Alors ça, les conditions météo, moi, ça, c'est quelque chose c'est pas la météo qui m'intéresse proprement dit, mais c'est l'impact de la météo, des vents, dans un voile notamment, et forcément dans ta discipline. On en parlera tout à l'heure justement, mais on va continuer le parcours. Donc tu intègres ce pôle espoir à Font-Romeu. Derrière, il y a l'équipe de France qui va arriver aussi, je crois, très jeune. Oui, du coup, je fais une année sur le pôle espoir. Ensuite, je rentre en équipe de ligue Rhône-Alpes. Ça, c'est un peu le passage pour les jeunes pilotes. Et je rentre assez rapidement au pôle France. Effectivement, le pôle France est basé en Rhône-Alpes. On n'a pas de lieu précis parce que, effectivement, comme tu disais, on est vraiment dépendant de la météo. Et du coup, on va s'entraider en fonction de là où c'est bon. Et est-ce que derrière, tu t'es dit, comme peuvent le faire les jeunes sportifs passionnés par leur discipline, est-ce que je veux vivre de ça un jour? Ou est-ce que tu avais quand même, les parents étaient peut-être là aussi, peut-être derrière, pour te dire qu'il y avait aussi les études, et aujourd'hui, quel métier tu fais? Alors, j'ai quand même gardé les pieds sur terre à ce niveau-là. C'est que le parapente, c'est vraiment un sport, c'est un chouette sport, mais c'est confidentiel, même à haut niveau. Et les meilleurs pilotes réussissent à trouver des partenaires et à faire en sorte que leur saison de compétition soit pas trop onéreuse pour eux, mais il y a personne qui évite ce milieu. Il y a quelques sportifs de haut niveau qui ont des CIP, donc des contrats d'insertion professionnelle, qui leur permet d'avoir une partie de l'année libérée. Mais du coup, moi, j'ai toujours voulu
continuer les études à côté de ça. Donc j'ai fait une licence en STAPS, en ergonomie du sport. Je suis assez passionnée d'entraînement. Et puis pendant ma licence, j'ai passé mon diplôme pour être monitrice de parapente. Donc j'avais le niveau, je me suis dit que c'était le moment de le faire et puis on verrait plus tard si ça allait me servir. Et ensuite, je suis rentrée en école de kiné sur Lyon. Du coup, j'ai fait 3 ans sur Lyon. Donc aujourd'hui, je suis monitrice de parapente et kiné. J'essaye, ça fait du coup 4 ans que je suis diplômée kiné, donc j'essaye d'alterner les deux. Je suis plutôt sur des remplacements hiver, automne, et plutôt sur du parapente printemps-été. Ce qui te permet justement de pouvoir aménager ton temps. Oui, voilà. Alors ce qui est compliqué pour faire du parapente à haut niveau, c'est qu'il faut avoir du temps libre pour un éventuel entraînement, qui n'aura peut-être pas lieu si la météo est mauvaise. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué à gérer dans les plannings, c'est que il y a certaines conditions de vol qui sont là seulement 1-2 jours par an pour faire des vols de record ou des grosses tentatives. Donc il faut de la disponibilité. Il faut de la disponibilité. Ouais. Il faut aussi, je pense, tu nous en parleras, mais une équipe autour de soi, parce que tu fais ce sport, tu es seul peut-être en l'air, mais pour préparer ce genre de record ou de défi, notamment dernière épreuve que tu as fait, il faut une équipe autour de soi. Donc ça veut dire être toi-même disponible, mais qu'il y ait tout aussi un environnement qui soit aussi prêt à déclencher. Complètement. Il faut aussi avoir souvent les gens qui vont nous accompagner sur ce genre de projet sont un petit peu parapentistes, parce que sinon c'est compliqué de comprendre comment on fonctionne. Donc on va continuer le parcours, après on creusera la météo, on creusera les entraînements, c'est des sujets qui m'intéressent. L'équipe de France donc arrive, et puis il y a aussi les titres qui vont arriver derrière. Oui, du coup ça a plutôt bien marché pour moi, mon entrée sur le circuit. Donc on a un circuit régional, national, ensuite des compétitions internationales, et puis le circuit de la Coupe du Monde. Ce qui veut dire qu'il faut valider déjà à chaque fois un certain niveau pour accéder au niveau c'est ça. Il y a un classement un petit peu comme un circuit français, comme un circuit européen, et un circuit. Voilà, c'est ça. On obtient des points qui nous permettent ensuite d'intégrer des compétitions de plus haut niveau. Et donc j'ai pu rapidement rentrer sur la Coupe du Monde. Et j'ai remporté du coup 2 fois. Donc la Coupe du Monde, on a 5 épreuves à l'année, et chaque épreuve permet de se qualifier pour une finale. Donc en fait, sur la finale de la Coupe du Monde, on se retrouve avec les 25 meilleurs pilotes de chaque épreuve. Et c'est une épreuve un petit peu plus longue. On a 10 jours de compétition. Et donc je l'ai remporté en 2014 et ensuite en 2017. Voilà principalement mes plus gros titres. Et quand tu dis il y a 10 jours de compétition, c'est-à-dire c'est une épreuve par jour, parce que j'imagine quand on dit 10 jours de compétition, il faut que les 10 jours soient nickel au niveau de la météo. Et si tout se passe bien, c'est une épreuve par jour et un cumul de points, ou c'est par élimination? Non, alors c'est un cumul de points effectivement. Je te pose beaucoup de questions naïves. Non, mais c'est normal, c'est une discipline inconnue, et du coup je suis vraiment contente de pouvoir la partager. Donc on a sur 10 jours, on va avoir chaque jour volable du coup une manche, et cette manche elle va scorer à 1000 points pour le premier. Okay. Donc celui qui arrive sur la ligne d'arrivée en premier, et ensuite on va les cumuler, et on va avoir un petit système de discard qui va gommer en gros 20 à 25% des mauvaises performances, parce qu'il y a aussi un petit peu d'aléatoire dans la discipline, et des fois il y a quelques manches qui sont un petit peu plus compliquées à gérer, où on va avoir sur le parcours un changement de conditions vraiment local, ce qui va faire qu'un groupe va être avantagé par rapport à l'autre. Des fois ça arrive en parapente. Donc voilà comment ça fonctionne. Mais effectivement, souvent sur les compétitions qu'on a en Amérique du Sud, les finales elles ont été pas mal au Mexique, au Brésil et en Colombie. Souvent on avait vraiment des belles conditions qui permettaient de faire 10 manches d'affilée. Donc on a un jour de repos entre, parce qu'il faut savoir que sur une manche de parapente on va voler 3 heures au minimum, et jusqu'à 5-6 heures. 3 heures en continu? Oui, on continue. Voilà. En fait, l'idée, c'est vraiment de décoller. Et de rester le plus longtemps possible. Et voilà, dès qu'on a les pieds au sol, la manche est terminée. Et du coup, là, on va pas avoir un score, mais on va avoir une distance, de fait. Et c'est super intéressant tout ce que tu nous partages, en tout cas, sur cette discipline que certains découvrent certainement aussi comme moi. Tu nous parles beaucoup de pays très très loin. Aujourd'hui, tu as volé un peu partout autour de la planète. Et oui, quand j'ai fait le circuit, alors partout non, le circuit est un peu moins présent en Asie là depuis que j'ai commencé, mais en 2005-2010, je crois que c'était encore présent là-bas. Là, on avait pas mal d'étapes en Europe pour tout ce qui est printemps.
Et puis après, effectivement, nous, l'hiver ici, on n'a pas assez de conditions thermiques pour avoir des vols intéressants liés tout simplement au soleil qui rayonne moins. Donc souvent, à partir de décembre, Il faut bouger. Voilà, c'est ça. Donc toute l'Amérique du Sud, il y a énormément de spots pour... Et quand on est sportif de haut niveau comme toi et qu'on accède au circuit international, est-ce qu'à ce moment-là, il faut que tu te structures pour aller chercher des partenaires, pour avoir la possibilité financière d'aller sur les épreuves, ou est-ce que c'est la Fédé, je te pose cette question, qui prend en charge? Je pense à la voile en fait, parce que comme tu l'as dit, il y a beaucoup de similitudes avec la voile, et dans la voile, quand les personnes veulent aller sur pas de la longue distance, mais au large, voilà, je cherchais le mot, naviguer au large, des courses de large, quelque part, ils structurent en fait, ils créent leur entreprise, ils vont chercher des partenaires. Est-ce que dans ta discipline, c'est pareil? C'est-à-dire que tu as là, on te valide quelque part les capacités, le potentiel d'être sur le circuit international, mais est-ce que pour y aller vraiment et le faire dans l'intégralité, tu dois structurer, trouver des partenaires? Complètement, oui. Alors c'est pas évident parce que du coup on n'a pas beaucoup de partenaires qui sont intéressés à la discipline jusque-là. Moi j'ai eu la chance, d'ailleurs j'aimerais le remercier, c'est d'avoir fait partie du seul team au monde, ça s'appelait ABAC Team, en partenariat avec la marque Niviuk, qui avait justement décidé de créer un vrai team où les pilotes étaient vraiment accompagné, j'imagine, accompagné, pour au niveau du matériel et aussi au niveau du financement du circuit. Donc ça m'a permis de rentrer là-dedans sans avoir trop de difficultés financières. Et après, ça allait bien que j'étais étudiante aussi sur le début de mon parcours, parce que du coup, le temps que je passais en Coupe du Monde, c'était pas perte à gagner, hein, c'était un arrangement. Mais aujourd'hui, pour pouvoir continuer effectivement et faire tout le circuit. Alors avant, le circuit ne fonctionnait pas avec ce système de super finale. Pour gagner le circuit, il fallait vraiment faire toutes les étapes. Ouais. Du coup, c'est ça. Il fallait vraiment faire les 5 étapes de l'année pour pouvoir espérer gagner la Coupe du Monde. Là, c'est un petit peu différent. On peut sélectionner aussi les étapes et pas aller... Donc ça permet en fonction tu peux sélectionner les endroits où tu veux aller te qualifier quelque part. Voilà. Ouais, un peu comme un circuit Ironman. Okay. Mais sinon, après, on a aussi une prise en charge par la fédération. Qui est pas négligeable en tant que sportif de haut niveau et qui permet vraiment de pouvoir partir. Sinon, ce serait compliqué, je pense. Combien de pratiquants aujourd'hui en France? Tu connais à peu près approximativement ou un nombre de licenciés Non, j'ai même pas le nombre de licenciés pour te dire. J'avais cru comprendre que ça augmentait, mais surtout en plus du côté d'Annecy, quand on va vers le Semno, c'est sûr que bon. Non, par contre, j'ai l'impression qu'il y a plus de personnes qui pratiquent du parapente, ce qu'on appelle du vol montagne, donc qui achètent du matos léger. Aujourd'hui, le matos a vraiment évolué et on arrive à avoir des sacs vraiment légers. Du coup, comme ça veut dire plus facile de le porter, de le monter. Ouais. Du coup, ce qui attire beaucoup les gens, surtout du côté d'Annecy en ce moment, c'est le vol montagne. Donc, on voit de plus en plus de gens décoller des sommets un petit peu partout dans les Aravis. Sans forcément que ça soit un spot quelque part officiel. Non, voilà, ouais, c'est ça. Est-ce que c'est plus positif ou est-ce que ça peut être un danger? Alors, toi qui pratiques et qui est hyper sécurisé, qui valide tout ça, comment tu le vois? Alors effectivement, ça peut être un danger parce que quand on arrive au sommet d'une montagne, je dirais inconnue, il faut avoir une bonne notion au niveau de la météo et l'aérologie pour pas se mettre en l'air dans des conditions qui sont mauvaises. Donc ça, c'est vrai que... Et puis aujourd'hui, il n'y a pas trop d'accompagnement sur ce versant-là. Donc ça peut être un souci, mais par contre, moi je trouve ça vraiment chouette que de plus en plus de monde se mette au parapente. Il y a 2-3 trailers connus là qui ont commencé et je trouve ça chouette pour la discipline. Ouais, c'est bien, ça met en lumière effectivement. Ouais. Parle-nous de ta préparation, comment, quand on fait du vol comme ça en parapente, comment physiquement on se prépare? Alors, est-ce que déjà c'est important d'être prêt physiquement ou est-ce qu'il vaut mieux mettre le curseur sur l'étude des cartes justement, ce genre de choses? Alors, la partie physique, je dirais qu'elle n'est pas prépondérante dans la réussite d'une manche en parapente de distance. Physiquement, il faut juste être assez endurant. Donc, principalement, la préparation physique, ça va être sport d'endurance en tout genre pour être capable de résister à un effort qui va durer, comme je le disais, jusqu'à 6 heures. Et puis après, ça va être de la prépa. C'est du gainage, non, principalement. Du gainage principalement, parce qu'on est dans des sellettes un petit peu allongées où du coup les appuis sont importants. Et on va avoir du renforcement principalement du tronc et après des épaules, parce que pour tout ce qui est pilotage. Donc on pilote avec les bras et on a aussi un accélérateur relié au bout du pied. En fait, on a
un système. Accélérateur. Voilà, c'est ça. Explique-moi. En fait, on a un système qui est relié sur la partie avant de la voile. Donc aujourd'hui, les voiles de course, elles ont ce qu'on appelle 2 rangées de suspentes, 2 lignes. Et on a une petite cordelette qui vient se relier sur la partie avant et qui permet de tout simplement mettre l'aile un petit peu plus piqueuse. Ok. Donc on gagne quand même d'une vitesse bras haut. Donc bras haut, c'est-à-dire en vol sans toucher à rien, on est à 40 km/h et on arrive à 60-65 en accélérant à fond. Donc c'est le principe des compétitions, c'est d'accélérer. Pour aller chercher un courant peut-être... c'est ça, complètement. Et toujours d'avoir la meilleure vitesse possible. Et du coup, là, on doit juste tendre la jambe. Donc au niveau on est juste en isométrique complet au niveau du quadriceps. Donc il y a aussi un petit peu de renforcement du quadriceps à faire. Mais je dirais qu'aujourd'hui, il y a des pilotes de Coupe du Monde qui ont remporté des épreuves sans physiquement être costaud ou avoir des... Ça se passe effectivement beaucoup dans la tête. Donc il y a de la préparation logistique, de la connaissance du terrain. Et après, en fait, il faut être capable c'est de la prise de décision constante. C'est-à-dire qu'on va voler, on peut être sur une Coupe du Monde 120 pilotes en l'air. Et du coup, le fait qu'on soit autant, ça va nous matérialiser la masse d'air. C'est-à-dire que quand on va avancer à plusieurs, on va vite voir... en fonction des voiles qui sont autour de toi. Les lignes où ça porte, où est-ce qu'il y a un thermique. Par exemple, si tu es tout seul et que tu fais ton vol tranquille, tu vas arriver sur une montagne et tu vas te dire, vu l'exposition de la pente et du soleil, je pense que mon thermique, le plus gros thermique, parce que le but c'est de prendre du coup ces ascenseurs, je pense qu'il est ici. Bon, tu vas arriver, peut-être que tu auras un thermique, mais qui sera pas fou, sauf que tu le sais pas, parce que tu peux pas explorer à côté. Quand tu arrives à 100 pilotes sur une montagne, tu le vois direct. Tu vois directement. Et du coup, faut être très réactif, très rapide pour tout le temps être bien placé dans le groupe. Ça ressemble un peu au vélo, mais c'est au super peloton, intéressant. Comme ça. Ouais. Donc, faut être bien placé dans le groupe pour venir se replacer directement sur le pilote qui a trouvé la bonne ascendance. Remonter, se replacer et puis repartir pour le prochain, pour refaire une transition et reprendre un thermique. Alors maîtriser ça, c'est un mélange d'expérience, expérience sur le terrain, en l'air, je veux dire, en l'air plutôt, mais aussi sur des cartes. Il y a peut-être beaucoup d'études de cartographie pour voir justement les dénivelés. Est-ce que tu nous expliques que ça a un impact en fonction de l'exposition ? Sur ce type de course, on repère la carto, mais après, en fait, on va pas mal regarder les analyses de traces, parce que tous les sites sont volés par plusieurs pilotes. Donc on a des sites en ligne qui répertorient les traces et on arrive à voir à quels endroits ça passe. Mais après, sinon, sur ce genre de course, ça va... Il y a des repères comme ça, quel que soit le jour de l'année ou de la météo, il y a des traces qui sont quasiment similaires à chaque fois. Oui, il y a des endroits où ça marche toujours. Mais ce qu'on se rend compte sur les compétitions internationales, sur des lieux, par exemple sur Annecy, c'est que parfois c'est pas les locaux qui réussissent, parce que du coup ils sont verrouillés dans des schémas. Ça marche pour tout sport, ça, mais oui, dans des modes de fonctionnement. Ça, je te confirme. Et du coup, l'étranger qui arrive et qui se dit je vais peut-être aller là, ça a l'air de marcher. Je pense que ça marche comme ça. Il pose une autre théorie et puis ça fonctionne. Donc, il n'y a pas tant de préparation au niveau carto que ça. Et est-ce que tu t'es fait encadrer sur cette partie-là, comme à la voile où certains sont accompagnés de routeurs pour essayer de lire les cartes, d'analyser, ou est-ce que toi c'est vraiment un travail personnel et c'est l'expérience qui fait qu'aujourd'hui... C'est plutôt personnel. Alors sur la course, sur la Red Bull X-Alp, là c'est un petit peu différent parce que effectivement là faut vraiment connaître le terrain. Mais sur les autres types de manches, non, c'est plutôt personnel. Et après, il y a quand même l'entraîneur de l'équipe de France qui est là pour ça. Qui donne son avis, ouais. Et le plus long vol que tu aies fait, toi, aujourd'hui Alors déjà, avant que tu répondes à cette question, Laurie, c'est quand tu pars, moi je me suis posé la question quand j'ai préparé cet entretien, et quand j'ai vu ton profil, c'est quand tu pars, quand tu décolles, est-ce que tu sais précisément que tu vas arriver à chaque fois, ou est-ce que quelquefois il t'arrive de dire je décolle, et puis j'irai là où me porte le vent, bien évidemment dans un endroit sécurisé. Alors ma question est peut-être aussi totalement naïve, parce que par sécurité tu dois systématiquement peut-être savoir où tu vas atterrir, mais quand tu décolles, est-ce que tu sais systématiquement où tu vas atterrir ? Alors... Oui. Quand on n'est pas en compétition, je parle. Hors compétition, voilà. Oui. J'ai toujours un plan de vol, donc... Tu pars systématiquement avec un plan de vol. Voilà. Que tu partages certainement avec quelqu'un par sécurité. Sur tout site de vol, il faut qu'on ait un atterrissage à proximité, c'est-à-dire à proximité, à finesse de parapente, si on n'a pas de courant ascendant. Et ensuite, ça va vraiment dépendre des conditions. Donc, soit j'ai des gros thermiques avec des hauteurs, ce qu'on appelle des hauteurs de plafond, c'est la capacité à monter. Donc ça va dépendre vraiment de l'aérologie pure. Donc tous les jours... Il y a des jours où on va pouvoir juste monter au-dessus du décollage, et puis il y a certaines journées, tous les 3 ans, on peut poser au sommet du Mont Blanc.
Ça, c'est... Ça, je l'ai noté, tu vas nous en Voilà, parler, c'est incroyable. c'est juste lié en fait aux conditions aérologiques. Tous les 3 ans? Là, ça s'est fait plus régulièrement, mais sinon, ça a été fait, je crois, en 2001, ensuite en 2003. Moi, je l'ai fait en 2012, mais ça se fait pas toutes les années, parce qu'il faut en fait des thermiques qui montent vraiment haut, et puis pas de vent en altitude. Donc 4008, souvent, on a quand même Du vent. du vent. Et donc, est-ce qu'il t'est arrivé parfois de décoller et puis d'atterrir dans un endroit non, ma question était bien totalement naïve. Par sécurité, tu dois systématiquement donner un plan de vol. Alors, on commence avec un plan de vol, mais effectivement, je vais me dire, bon, par exemple, aujourd'hui, je pars d'Annecy, je veux aller à Chamonix et revenir, donc ce qui est faisable sur une belle journée de vol. Si à un moment, sur une transition, je rate mon raccrochage, c'est-à-dire que je vais partir des Aravis pour aller au-dessus de Passy, je sais pas si tu connais. Oui, je connais. Ouais. Et que là, je trouve pas de thermique, ou en fait, j'ai négligé mon plafond, je suis parti trop bas, bah, effectivement, je vais poser. Donc après, une fois que je sais que je trouve pas de thermique, ce qu'il faut, c'est trouver un champ posable. Donc en parapente, on arrive à être vraiment précis par rapport au delta, par exemple. Pourquoi? Quelle est la différence? Alors le delta, il La a un plané, peut-être, il a un plané beaucoup plus long et il va plus vite. Et aujourd'hui, on voit aussi un petit peu moins de deltistes parce que c'est super pratique. Par exemple, là, je rate mon raccrochage, bon, bah, je mets tout dans le sac, je fais du stop et puis je suis où je rentre en train, c'est pas trop compliqué. Mais par contre, en delta, bah, t'as une structure rigide, du coup, il faut une voiture pour pouvoir ramener ça à la maison. Donc, Et la plus longue distance que tu as fait? Alors, c'était ce printemps et du coup, j'ai fait 300 km. Alors, ça fait combien d'heures de vol, ça, 300 km? Je crois que C'est c'est juste un énorme. petit peu plus de 10h30 de vol. Mais c'était volontaire, hein, donc j'imagine. C'était volontaire. Ouais. Là, on cherchait à faire... en fait, il y a différents types de records, soit de la distance libre, soit des triangles ou des allers-retours. Et là, on a cherché à faire un triangle au départ de Saint-Hilaire-du-Touvet, donc sur les facettes de la Chartreuse, entre Chambéry et Grenoble. On est allé dans le Divois, enfin entre le Divois et le Mont Ventoux. Et puis ensuite, donc ça c'était notre premier point, on est allé du côté du lac de Serponçon, au-dessus de Saint-Vincent-les-Forts, et on est rentré. Et est-ce que les records, c'est quelque chose qui te motive ou c'est plus la compétition? Alors avant, j'étais un petit peu plus motivée par la compétition, et aujourd'hui, je suis un peu plus motivée par les records. C'est quoi? Est-ce que comme beaucoup de sportifs, l'effet Covid est passé par là et a mis en perspective la manière dont tu appréhendes ta discipline ou pas du tout? Alors effectivement, le Covid, je pense qu'il a fait réfléchir tous les sportifs sur leur discipline. Sur la manière dont ils l'appréhendent. C'est juste inévitable. Mais effectivement, sur le fait de faire le tour de la planète en avion juste pour aller pratiquer son petit sport, pendant que, par exemple, là, à l'automne, on a des compétitions en Amérique du Sud. Pour moi, ça n'a pas de sens. Enfin, aller faire sa petite compète en Amérique du Sud de parapente, alors qu'à côté de ça, il y a des gros soucis sanitaires dans ces pays. Je trouve que c'est une réflexion assez égoïste. C'est mon avis personnel. Du coup, j'ai un petit peu plus de mal à me dire que je vais continuer comme ça. Et puis après, il y a aussi quand même le fait que ça fait plus de 10 ans que je fais ça et que la compétition, donc du coup, comme je t'expliquais, comme ça marche avec le groupe, c'est assez bridé dans ce qu'on peut faire. Moi, j'ai jamais été une suiveuse ou j'aimais bien aller de l'avant, faire mes choix et du coup, quelquefois, ça m'a un petit peu moins réussi, mais c'était mon plaisir aussi de voler seul, de faire des échappées. Et aujourd'hui, en compétition, aussi avec la normalisation du matériel, on peut de moins en moins faire ça. Et du coup, j'ai un petit peu moins de volonté à aller voler en compète et j'ai plus envie de faire des projets perso, des projets montagne. Tu nous en parleras si tu en as quelques-uns. Est-ce que tu participes avec tes partenaires sur l'évolution du matériel? Est-ce que tu as un partenaire sur lequel tu fais des retours sur la technicité de la voile ou des idées d'évolution? C'est quelque chose qui t'intéresse ou peut-être pas? Pas spécialement. Donc là, pour le moment, je vois avec Ozone, qui est une marque de parapente qui est, je pense, la plus efficiente en R&D sur tout ce qui est nouveaux matériaux. J'ai un partenaire principal, c'est les tissus de parapente, pour le coup, Porsche Sport, qui font aussi d'autres choses, mais parce que ça aussi, ça doit évoluer à une vitesse incroyable. Et là, par exemple, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réussi à faire évoluer le grammage du tissu, donc à le réduire. Et on est sur du 21 grammes, ça n'existait pas encore. Là, ils ont créé ça pour cette fameuse course. Et du coup, la marque Ozone a réussi à faire un parapente performant, donc c'est-à-dire vraiment une voile qui nous permet de bien planer. À 2 kg, 2,8 kg, c'est juste énorme. Toutes les marques concurrentes étaient plutôt à 3,5 kg.
au minimum. J'ai souvenir avoir fait un épisode avec Géraldine Fachnacht, celle qui saute des montagnes, celle qui vole, et qui m'avait expliqué que depuis qu'elle avait débuté la discipline, ça avait tellement évolué que la distance de portage, je crois que c'est comme ça, ou de portée, avait doublé pour elle en fait. C'est-à-dire que la manière quand elle se lançait, ça avait tout simplement doublé, ce qui était juste énorme. Est-ce que dans votre discipline également? Complètement. Dans la cave de mon papa, il y a des parapentes. Je pense que tu dois retrouver. Tu décolles, t'as à peine l'atterrissage, quoi. Avant, pour le coup, ils avaient des parapentes avec un parapente, c'est fait. En gros, c'est un feuillet inférieur, un feuillet supérieur, et des caissons, donc avec une entrée d'air. Et ces caissons, ils sont fermés sur la fin. Donc c'est pour ça que quand on décolle, on réalise un gonflage. Une fois que la voile est remplie d'air, on peut ensuite se mettre en l'air. Et maintenant, on a des parapentes qui ont plus de 70, 80 cellules. Et avant, c'était des 20 caissons. Donc, c'est des gros caissons. Et ça ressemble à un parachute, tout simplement. Je sais pas, quand j'étais petite, j'avais une vidéo qui me passionnait. C'était le début des hommes volants, quoi. Mais je me dis qu'il y a quelques vies qui ont dû se perdre en essayant de découvrir le ciel, quoi. Parle-nous un petit peu également de ta manière d'appréhender un décollage ou un saut. Est-ce que tu rentres dans un tunnel de concentration ou est-ce que tu le pratiques depuis tellement d'années qu'il n'y a pas vraiment de process de concentration pour toi? Est-ce que tu as vraiment comme ça des habitudes avant le vol ou est-ce que chaque vol, ta manière de l'appréhender est différente? Que ce soit la concentration, la préparation du matériel Non, aujourd'hui, je vais avoir peut-être une concentration particulière quand je vole en compétition ou que je pars sur effectivement un gros record ou un gros entraînement. Mais après, sinon, un décollage, non, je vais avoir juste une concentration technique parce que chaque décollage est différent en fonction des conditions aérologiques. Mais aujourd'hui, c'est devenu, se mettre en l'air et être en l'air, c'est devenu quelque chose je fais ça tous les jours. En ce moment, c'est mon métier. Et non, j'ai pas particulièrement de... Pas de lassitude, parce que tu sais, quand on passe d'une passion, quelque chose qui est une passion, à quelque chose qui devient son métier, la manière de le faire peut être différente. Tu vois ce que je veux dire par rapport à ça? Complètement, c'est le gros problème de tous les métiers passion. Je pense que c'est sûr que quand je vais faire 8 biplaces par jour et si j'ai la chance de terminer plus tôt, je vais aller courir ou prendre un vélo, mais je vais pas prendre mon parapente et aller voler. Est-ce que tu as un ressenti des fois qui te dit bon, là il faut que je prenne un petit peu de recul, ou est-ce qu'une petite voix intérieure des fois te envoie quelques messages ou tu te connais suffisamment pour savoir j'ai une motivation assez pas tout le temps constante, et surtout je sature assez vite en général de mon sport. Pour être performante, j'ai besoin de pas en faire c'est ça, tant tu que ça. satures en nombre de sauts. Sinon, voilà. Parce que tu maîtrises maintenant la technique, il y a ça aussi. Tu peux te permettre de pas avoir besoin peut-être de beaucoup d'heures parce que tu maîtrises. Faut avoir une bonne maîtrise, faut avoir quelques heures quand même. Mais tu as besoin de fraîcheur mentale pour être. Ma plus grosse perf en compétition, j'avais pas volé les 3 mois avant ça. Enfin, très peu volé. J'étais venu, du coup, c'était en Colombie, et j'étais venu bien à l'avance pour le coup sur ma compétition. J'avais pris tout le mois pour me réentraîner avant. Et du coup, j'étais arrivé avec beaucoup d'envie, surtout. Vraiment juste l'envie de se faire plaisir, voler, en fait. L'envie de voler. Et ça avait super bien marché. Mais c'est vrai qu'à un moment, c'était compliqué. Quand j'étais étudiante, du coup, je bossais en tant que monitrice de parapente l'été. Et puis, j'avais du temps libéré pour les compétitions et les entraînements. Et je trouvais que ça, c'était compliqué. Parce qu'il y a des fois où j'avais juste plus envie de voler, quoi. Quand on fait pas mal de biplaces et qu'ensuite on part en compétition, je suis pas assez mordue pour... En fait, j'aime aussi beaucoup d'autres sports. Et du coup, c'est un petit peu compliqué d'être juste monomaniaque du parapente. Et quand tu voles, quand tu es en l'air, est-ce que tu as le temps un petit peu d'intellectualiser la situation, c'est-à-dire de profiter des beaux paysages que tu dois voir, ou est-ce que tu restes concentré, focus sur justement les masses d'air, là où tu dois aller, ta voile? Alors ça dépend vraiment du type de vol qu'on cherche à faire, et ensuite aussi des conditions. La discipline que je prends le plus souvent comme exemple, c'est le kayak. Si tu sais faire du kayak, tu vas aller sur le lac d'Annecy le matin quand il n'y aura pas de brise, ça devrait aller pour toi. Et puis tu vas aller tranquillement en Ardèche, tu vas aller en Ardèche l'hiver, et puis les rivières de Slovénie, tu verras ça plus tard quand tu auras le niveau technique pour le faire. Mais par contre, quand tu vas aller faire une descente dans des conditions dantesques, forcément tu seras concentré. Et en l'air, c'est vraiment la même chose, sauf que autant l'eau c'est visible, tu vas voir ta rivière, tes cailloux, tes remous par où tu passes, après tu vas juste avoir à gérer ça techniquement.
Autant l'air, elle l'est pas du tout. Alors on a quelques matérialisations avec les nuages, où des fois on arrive à voir comment ça fonctionne. Mais sinon, il faut à chaque fois s'imaginer un flux, et puis se faire un espèce de schéma mental de où est-ce que je vais avoir un appui au vent, où est-ce que ça va être sous le vent. En fait, le risque principal en parapente, c'est d'aller se placer dans un endroit avec une aérologie vraiment trop turbulente, et d'avoir... donc le parapente, il est ouvert au-dessus de la tête, mais nous, on est en pendulaire dessous. Donc on va du coup le piloter pour rester toujours à l'équilibre. Le risque, c'est vraiment d'avoir une turbulence tellement forte que du coup l'équilibre se rompt, le parapente se ferme. Et ensuite, sur les voiles de compétition, elles sont vraiment allongées. Donc le risque, c'est que si on a une grosse fermeture, le tissu repasse dans les suspentes. Et là, on a un parachute de secours, mais le parachute de secours, c'est une grosse coupole. Voilà. On peut se finir sur une maison. Est-ce que je rencontre beaucoup de sportifs à travers tous les épisodes que j'ai pu faire, mais il y a aussi beaucoup de sports à risque, comme on en a parlé au tout début. Est-ce que tu as déjà eu peur en l'air? Oui, ça fait partie de... Quelle réponse naturelle. Bien évidemment. Non, oui. mais la Alors peur... ça peut se gérer, bien évidemment, mais il y a la peur, c'est quand même la mort, tu vois ce que je veux dire. T'as pas de... Comme tu nous l'as dit, t'as ton parachute de secours, mais bon, c'est... Voilà. Moi, je parle de cette peur-là, en fait, de ce lien à la mort. Quand t'es en l'air, est-ce que t'as déjà vraiment eu peur de dire « Ah là, je vais pas m'en sortir, en fait ». J'ai eu ça du coup sur ma dernière course, là, sur la Red Bull X-Alp, et jusque-là, j'avais pas eu de peur. J'avais des peurs qui étaient juste nécessaires pour... Voilà. Ah oui, complètement. D'ailleurs, il y a un très beau livre là que j'ai lu, Éloge de la peur, que je conseille justement, où c'est quelqu'un qui va interroger différents sportifs dans différents horizons de sport à risque ou de sport extrême, et qui se pose une réflexion, mais aujourd'hui, à quoi sert la peur dans ce sport? Et elle est nécessaire, en fait. Et du coup, il n'y a pas eu beaucoup de fois où j'ai vraiment eu peur à me dire là c'est compliqué. Là ça craint. Et la plupart des vols, j'ai pas peur, sinon je ferais pas cette activité parce que j'estime que je maîtrise ce que je fais. Sauf qu'il y a toujours un moment où on peut se faire piéger. Voilà. Et oui, sur ma dernière course, là, j'ai eu vraiment peur. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, sur les courses, tu peux nous en parler. Pas de problème. Sur les courses de marché-vol, on pousse les limites. Surtout que là, c'était la plus grosse course au monde de la discipline, donc on finit par voler dans des conditions aérologiques où si on avait une journée de congé, on ferait autre chose. Ce jour-là, on irait faire... Donc c'est la Red Bull X-Alp, voilà, c'est ça. Et donc, il faut savoir qu'un parapente, ça vole pas sous la pluie. Parce qu'au bout d'un moment, du coup, le tissu s'imbibe d'eau et le parapente s'arrête de voler et parachute. Donc, se ferme. Ouais, alors il se ferme pas, mais sauf qu'il ne vole plus. Donc on tombe du ciel avec le parapente ouvert au-dessus de la tête. Instantanément ou alors, tu sens que ça non, décline? On peut prendre un petit peu d'eau, c'est-à-dire que il va voler jusque là avec un petit peu d'humidité. Mais par contre, quand point de rupture. Ouais, point de rupture. Au bout d'un moment, ça va s'arrêter de voler et là c'est compliqué. Et moi, j'ai joué un petit peu. Alors, faut savoir cette course, donc c'est un grand parcours à travers les Alpes où effectivement on se met des grosses journées de marche et de vol. Et là, mon parapente était mouillé du vol d'avant, mais sauf que ça faisait 1 heure et demie. J'avais déjà oublié le vol d'avant et le fait qu'on avait plié mon parapente un petit peu humide. Et puis là, on va sur un deuxième décollage et du coup, je voulais tout simplement pas optimiser le vol, mais rejoindre la vallée pour pouvoir marcher en bas de vallée sous la pluie sans problème. Donc tu voulais faire un vol le plus court possible. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Parce que j'ai décollé, je sentais que ma voile était un petit peu molle et j'avais aussi j'avais mal démêlé mes suspentes, une petite clé sur l'arrière qui la ralentissait un petit peu. Donc la voile a volé jusqu'à que ça s'arrête. Et ça s'est arrêté au-dessus de ligne à haute tension. Donc en fait, ça c'est même dans tes cauchemars, tu vois, ton inconscient ne va pas jusque-là parce que c'est le pire des scénarios qui puissent t'arriver. Et du coup, j'ai tiré mon secours. Par chance, j'ai été déviée juste sur les arbres qui étaient en bordure de ligne là, et après mon cauchemar a pas été Comme tu dis, t'as tiré ton secours, certes. Alors on a un parachute de secours, voilà. donc voilà, c'est une grosse coupole qui nous permet du coup d'être sous ce parachute. On va chuter à 4 mètres par seconde environ, c'est pas dirigeable, mais ça permet de rejoindre le sol. Le problème, c'est qu'effectivement, si j'avais pas été dévié, ça aurait fini dans les lignes et ça aurait été un petit peu compliqué. C'est la première fois que tu l'actionnais? Ouais, voilà. Donc moi, j'ai toujours dit, je vole depuis 14 ans, j'ai pas fait ce cours, je pense qu'on peut maîtriser. Il y a un moment où, quand on joue un petit peu avec... là, clairement, j'ai joué avec l'aérologie. Et voilà, ça s'est fini sous mon secours. Et après, j'étais dans les arbres. Et dans les arbres, malheureusement, j'étais pas dans un arbre. J'étais entre plusieurs. Donc ensuite, je me suis pris l'orage, la foudre. Je me suis dit, bon, bah là...
t'es pas morte, mais tu vas finir Ça aurait été dommage de grillée. prendre la foudre dans les arbres Ouais. après avoir Ouais, évité. Là, il y a pas mal de choses qui défilent. Donc pas d'hélicoptère possible à cause de l'orage. Et ensuite, Blessé ou pas blessé? Non, pas blessé du tout. Je rigole parce que la blague, c'est que du coup, les secouristes ont fini par venir, mais ils ont passé 45 minutes en dessous de moi à se demander comment ils allaient me descendre de là. Donc ils ont trouvé un système en grimpant sur 2 arbres autour pour déjà me stabiliser. Parce que moi, le problème, c'est que j'ai passé 1 heure à 15 mètres du sol en me disant que j'allais peut-être finir en dessous, quoi. Donc vraiment situation pas agréable. Et ils ont fait un système de poulies entre 2 arbres, ils ont réussi à me descendre. Et la seule blessure que j'ai, c'est qu'ils m'ont envoyé un couteau pour que je coupe tout mon matos. Donc mentalement, c'était dur parce qu'en plus la voile était un prototype qui coûtait, j'imagine, voilà, et qui a été fourni par Ozone, mais qui était vraiment un pur bijou. Du coup, j'ai dû tout couper et je me suis coupé le doigt en coupant mon matos, mais c'est la seule blessure que j'ai. Et quand il t'arrive ce qui t'est arrivé, est-ce qu'on ressaute tout de suite derrière ou est-ce qu'on prend le temps de souffler? Alors, en fait, on peut pas. Là, si tu veux, je suis arrivée en bas de l'arbre et là, il y a le directeur d'épreuve, il y avait un des médecins qui a débarqué, qui a dit bon bah c'est simple, soit tu veux continuer la course, tu bourres tout dans ton sac là et tu repars de ton point GPS là pour que ta trace elle soit en continu. Moi, j'avais juste envie qu'on aille à l'hôtel, qu'on boive une bière tous ensemble, que j'appelle ma famille, que je dise tout va bien. Tout va bien. Et du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Du coup, j'ai remballé. On a marché 1 heure pour trouver un bivouac. Parce qu'en fait, les règles de la course font que... Parle-nous justement de cette épreuve qui, moi, je suis déjà depuis pas mal d'années. Et je trouve ça incroyable, même si je ne pratique pas. Je trouve l'aventure, quand tu aimes ce sport, ça doit être juste dingue. Ouais. Parle-nous de cette épreuve. Du coup, c'est... historiquement, c'est Salzbourg tout Monaco, donc Salzbourg en Autriche, en passant par le Mont Blanc, donc un parcours qui va faire chaque année qui augmente, qui a dû commencer à 800 km et qui là était à 1238 km exactement. Cette année, c'était la 2e édition, donc on devait faire Salzbourg jusqu'au du Mont Blanc et revenir au point de départ. Donc il y a 12 jours au maximum pour réaliser ça. On a des créneaux horaires de 5h le matin à 22h le soir. Ça veut dire que c'est en continu. Quand tu dis on a 12 jours maximum, c'est pas tout le monde part en même temps d'une étape par exemple, et puis c'est le premier qui arrive, non. Non, c'est en continu. On est suivi par une équipe. Donc moi j'avais 5-6 assistants de véhicules. Et du coup, de 5h à 22h30, on avance sur le parcours. Quand 22h30 arrive, on s'arrête, on fait un bivouac et on repart Ce qui veut dire que vous êtes géolocalisé par GPS? Oui, voilà. Cette course, elle est connue parce qu'il y a un super suivi live tracking dessus. Et c'est assez chouette à suivre de l'extérieur. Donc voilà comment ça se passe. Et là, sur mon accident, du coup, il a fallu faire le bivouac juste après ce qui m'était arrivé. Et donc, pour participer à cette épreuve, alors, j'allais dire, tout le monde peut participer. C'est-à-dire que quand tu as un certain niveau, tu t'inscris ou c'est vraiment une sélection qui est faite de sportifs? C'est une sélection de la part de Parce que c'est Red Bull qui est... Voilà. Donc, ils vérifient quand même le niveau des pilotes parce qu'il faut faire en sorte que... On va apporter certaines garanties pour être capable de voler un peu dans des conditions... complètement. Puis, cette année, il y a eu beaucoup d'accidents liés aux conditions aérologiques qui étaient juste... Alors, quand tu dis accident, c'est-à-dire? Il n'y a pas eu de gros accidents, mais il y a eu pas mal de gros incidents comme les miens qui se sont bien finis. Il y a un problème pour nous, c'est tous les câbles, par exemple. Donc là, c'était des lignes à haute tension, mais des fois, quand on est terrestre, on fait pas forcément attention à ça. Mais quand on est volant, en fait, on voit de partout des bouts de câbles, même qui peuvent ramener de la nourriture au refuge, par exemple. Et le problème, c'est que sur cette course-là, on va dormir 4-5 heures par nuit. Et chaque jour, suivant la journée, on va faire entre 50 et 100 km à pied, 3 à 5000 mètres de dénivelé. Donc fatigue, donc plus de décisions différentes. Donc en l'air, déjà, on est moins vigilant. Et du coup, il y a 2 pilotes, je crois, qui ont fini dans des câbles. Il y a eu que des petits incidents, une grosse cheville, un poignet, rien de trop grave jusque-là. Mais forcément, on pousse on va chercher les limites de la discipline, quoi. Et c'est une discipline qui existait ou c'est Red Bull qui a créé vraiment ce parcours avec cette recherche de fatigue ou Alors, c'est vraiment eux, je pense qu'ils sont... là, on était sur la 10e édition et ça a lieu tous les 2 ans. Ouais. C'est eux qui ont lancé le mouvement. Voilà, complètement. Et après, il y a eu c'est de plus en plus développé. Et là, vraiment, c'est en train d'exploser. Et... Pour cette épreuve, donc là, tu dois constituer une équipe qui t'accompagne. De combien de personnes était constituée ton équipe et quel était le rôle de chacun?
Alors, j'avais 6 personnes. Alexis, un ami et assistant qui lui marche beaucoup avec moi, un bon montagnard. Il vole un petit peu moins, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas besoin forcément de parapentiste sur cette course, parce qu'il n'y a pas le droit. On est obligé de voler seul. On n'a pas le droit d'avoir. Tu peux marcher. Accompagné. Tu peux marcher accompagné. Complètement, parce que du coup, moi, j'ai une liste de matos obligatoire, donc ma voile, ma sellette, Il part du principe secours. que tu pourras pas tout porter seul. Voilà. Ok. Donc, par exemple, toute l'eau que j'ai en surplus, si j'ai besoin de gros vêtements parce qu'il fait. Parce que c'est autonomie complète. Il fait. Quand tu dis de l'eau, c'est-à-dire que vous partez avec du matériel et vous devez faire toute l'aventure avec ce matériel. Non. On peut. La voile, oui. Il y a 3 choses qui sont réglementées, mais sinon non. Après, on peut se ravitailler. Donc, j'avais 2 assistants principalement pour marcher, donc Alexis et Gino. Mon ancien entraîneur de Font-Romeu, avec qui je fais pas mal de vélo d'ailleurs habituellement là, et qui lui gérait la partie météo. Donc par contre j'avais un météorologue de Météo France qui lui faisait des bulletins tous les jours et puis qu'on pouvait également appeler en cas de changement un petit peu. Et lui il gérait le rapport au météorologue et puis la stratégie un petit peu sur le long terme. Puis je pense que c'est celui qui me connaissait le plus aussi sur ce qui est ultra endurance et mon mode de fonctionnement. Ensuite Philadelphie qui gérait toute la partie logistique, lui il nous a vraiment aidé, il parlait toutes les langues, il nous a dépatouillé de plein de situations. Et ensuite mon copain, du coup Robin, qui lui était là pour gérer les médias, les photos. C'est une belle aventure. Hein. Ouais, c'était vraiment Parce que chouette. c'est presque dans ce genre de défi, l'aventure commence bien avant, la préparation, que ça soit physique, matériel, technique, stratégique du team, commence bien avant. Ouais. Non, c'est ce qui est chouette et d'ailleurs, c'est autant sympa la course que la préparation. Et même si ça, alors ton aventure s'est terminée comment ? Est-ce qu'elle s'est terminée dans les arbres ou est-ce que tu as pu continuer ? Non, alors du coup le soir, on a replié, on a dormi déjà. Moi, c'était vraiment dur mentalement. C'est ce que j'allais dire, c'est difficile de trouver le sommeil. Mais du coup, mes assistants savaient pas trop quoi me dire, vouloir me pousser et puis Et j'avais la chance d'avoir ma voile d'entraînement, qui était plus ou moins la même que celle que j'avais, mais un poil plus lourde. Le tissu était un petit peu plus lourd. Et du coup, le matin, j'ai décidé de repartir. En fait, je me suis dit, j'avais envie de rien regretter. Du coup, je me suis dit, essaye et tu verras. Donc, le matin, on a réuni du matos. Avec ta voile de secours ? Voilà, avec ma voile de secours. La sellette n'était pas abîmée. On a trouvé un nouveau parachute, parce que lui, il est resté dans les arbres. Et je suis repartie. Par contre, le problème, c'est que je me suis dit, je repars et puis je vole que quand les conditions sont cool. Sauf que ce qui n'est jamais arrivé parce qu'on avait du fort vent du sud-ouest et donc les conditions étaient tout le temps horribles. Et le lendemain, j'ai fait un petit vol. Déjà en l'air mentalement, c'était très dur juste d'avoir confiance dans ce que je faisais. Alors après, ce qui m'est arrivé, c'était vraiment en parapente. Des fois, on peut avoir un accident qui va être lié à une erreur de pilotage ou à quelque chose qu'on a mal fait. Là, en soi, fallait juste pas décoller sous l'eau et donc du coup la confiance dans mon pilotage n'était pas trop impactée, mais par contre en fait la peur, j'avais juste l'appréhension en fait, j'avais juste pas envie de revoir la mort à nouveau quoi, c'était ce qui est totalement normal. Donc du coup par chance il s'est mis vite à pleuvoir et j'ai fait une journée à marcher sous la pluie, 70 km, ça m'a calmé, ça m'a fait du bien. C'est peut-être mes meilleurs souvenirs dans la course, c'est juste le fait de marcher, d'être en vie et de se dire voilà, tu crains rien, peut-être tu vas te faire écraser par une voiture, mais encore t'es sur des chemins sympas et juste les sensations étaient chouettes. Et là, le soir, il a fallu déjà remarquer toute la voile Red Bull parce qu'ils ont quand même pas mal d'obligations au niveau des sponsors là. Donc pendant mes assistants ont vraiment géré, ils m'ont trouvé une chambre d'hôte, ils ont floqué la voile et le lendemain, je suis reparti pour encore 3 jours. Jusqu'en Suisse, du côté de Fiche. Et puis là, le problème, c'est que la météo s'améliorait pas du tout, et que moi, j'étais plus capable de voler dans les conditions qu'on avait. Et donc, ça avait plus de sens de continuer. Il y a une règle un petit peu bête qui est de toutes les 48 heures, le dernier de la course est éliminé. Et derrière moi, il y avait il y avait encore 2 concurrents. Et du coup, j'avais pas envie d'abandonner parce que eux ils allaient se battre pour la suite. Donc du coup on a stoppé à Fiche. J'ai attendu que les 2 concurrents passent et puis on s'est fait éliminer de la course. Est-ce que c'est un projet de revenir dans 2 ans ? Oui, ça me branche, ça me tente. Après là, j'étais au courant de ce que ça impliquait, ce type de course. Mais là, tu vois, j'ai repris à voler en biplace. Je me fais plaisir à emmener les gens et j'espère que tu accepteras mon invitation. Pour c'est ce que j'allais. Je craignais. Je craignais l'invitation en fait. Juste d'en parler. Voilà, elle est l'invitation. Elle est publique. Donc,
Mais par contre, j'ai pas revolé seule. Tu vois, je devais aussi participer à la finale de la Coupe du Monde, qui avait lieu en Suisse, sur l'endroit où je suis passée sur l'Aixalp. Et c'était trop tôt pour moi. Je me sentais pas capable en fait d'être dans des conditions trop fortes et de prendre le risque d'avoir l'envie d'abandonner tout simplement. Donc là, j'y suis pas allée et je vais prendre le temps de revoler pour moi aussi. Parle-nous un petit peu aussi de cet atterrissage au sommet du Mont Blanc. Ça doit être un souvenir incroyable en 2012. Ouais, alors c'était vraiment chouette. On a eu des conditions extra. Donc en général, ce genre de météo, on peut les prévoir 2-3 jours à l'avance. Donc ouais, donc faut être à la disponibilité d'être disponible pendant ce spot. C'est ça. Ouais. Il y en avait eu d'autres. Et puis je me souviens que j'avais les 50 ans de ma maman où on organisait une grosse fête et tous les copains qui m'appelaient en me disant mais demain t'es pas. Non, je suis pas là demain. Donc là, en 2012, j'étais dispo. Et il y avait du monde parce que effectivement quand on a une alerte comme ça passe sur tous les réseaux et tout le monde est présent. Il y a eu d'ailleurs quelques petits soucis parce qu'il faut savoir que toute la partie ouest du Mont Blanc est interdite de survol l'été, en fait liée aux hélicos du PG qui vont récupérer pas mal d'alpinistes, quoi. Donc il y a cette partie-là qui est interdite de survol et normalement le sommet qui est pas autorisé. Donc il y a eu 2-3 quand même soucis, ça a un petit peu râlé et chauffé entre le PG et la mairie de Cham parce que forcément quand là il y avait je crois plus de 50 pilotes sur le Mont Blanc ce jour-là. Tu passes pas inaperçu. Il y a eu forcément un accident. Voilà. En plus, parce qu'il faut savoir que tout le monde a posé, mais posé sans équipement, parce qu'on partait en bas. Redescendre derrière. Enfin, tu voilà. redécolles ou tu redescends en marchant? Ah oui, non, on redécolle. Là, on avait fait carrément, on a redécollé, on avait pris le thermique et on avait fait 5300 mètres d'altitude. Là, tu commences à voir l'horizon un peu rond. Oui, complètement. Ouais. Il y a aussi l'impact de la température, c'est-à-dire au sommet du Mont Blanc, il faut s'équiper. C'est-à-dire quand tu voles, tu dois, au niveau de tes mains, anticiper aussi le fait que tu n'aies pas les mains gelées, les pieds gelés. C'est particulier. Surtout quand on a des plafonds comme ça, des hautes altitudes possibles en thermique, c'est des conditions caniculaires. En général, c'est que quand on a des débuts de canicule, ce qui se passe, c'est qu'il fait chaud. Et du coup, ça chauffe. On n'a pas de thermique parce qu'en fait, la masse d'air est juste homogène. Il fait déjà 35 degrés de partout et on n'a pas de contraste de température. En fait, pour que le thermique soit généré, il faut que le soleil chauffe une zone plus forte qu'une autre, qui ait un différentiel de température. Du coup, cette bulle d'air chaude plus légère va s'élever et ça va générer un thermique. Et souvent, en canicule, on n'a pas de thermique jusqu'à que ce soit un petit peu la fin de la canicule, qu'il y ait une perturbe qui arrive. Et là, toute la masse d'air s'élève et c'est comme ça qu'on a des gros plafonds. Donc on part au sol, il fait 35-40 degrés à 1005 quoi. Et du coup là faut mettre des couches parce qu'on sait que en haut il va faire bien plus froid. Et puis aussi on avance à 40 km, entre 40 et 60 suivant sur ce qu'on fait au niveau de l'accélérateur et suivant le vent qu'on a. Donc on a toujours ce ressenti un peu plus froid de la température. Donc effectivement il faut s'équiper. Et puis là c'était quand même ce que je n'avais pas, hein, mais je pense que pour poser au sommet, le problème c'est que si on n'arrive pas à redécoller, on est là en basket. Donc c'est. Et quand on fait ça, tu t'arrêtes longtemps ou tu t'arrêtes? Moi j'ai juste posé, j'ai fait la photo et je me suis dit les conditions sont idéales, je prends pas le risque, voilà, je repars. Ouais. Bon, en tout cas c'est des bons moments. Quels sont les est-ce que tu as déjà les projets à venir dont tu peux nous parler ou... Oui, alors là, sur le court terme, je vais essayer de faire un petit peu de vol randonnée pour moi, du vol bivouac. C'est ce qui est chouette aussi. Là, c'est la liberté totale. Là. Ouais, voilà. Alors moi, je suis un peu une froussarde, mais comme beaucoup, pour dormir seule dans la montagne. et du coup, c'est un peu mon challenge, là, de réussir à partir 2-3 jours à voler. Donc là, tu pars, tu pars avec tout ton matériel de bivouac avec toi. Et tu comptes partir combien de temps, ce genre de choses? Je vais commencer par 2-3 jours. Dans les Alpes? Ouais, dans les Alpes. Après, on peut faire j'espère plus tard réussir à faire des plus grandes traversées. J'aimerais aussi, là il y a Liv que tu avais aussi, qui m'a proposé d'aller faire un 4000 là dans le cadre d'un projet suisse là, je crois que c'est Women Swiss Peak. Donc on doit faire un 4000 là vers le 15 septembre et redescendre en vol. C'est un épisode aussi incroyable, quelque chose de très naturel, de voler, de sauter de la montagne. Et moi j'ai le vertige, donc tout ce qui est escalade alpi. Ça, je peux pas croire que t'aies le vertige en fait. Faut venir voir. Comment on va avoir le vertige alors qu'on saute Non, mais on saute pas. Du coup, je t'ai pas repris sur le podcast, mais c'est vraiment en fait le décollage. T'as jamais de notion de saut, et c'est une course qui va te permettre. Qui va te permettre de faire gonfler ta voile et de t'emmener. Et du coup, t'as jamais cette notion de sauter. Ouais, carrément, c'est vraiment doux. En fait, les gens se font souvent
une image de la discipline. Mais en l'air, si tu choisis tes conditions, t'es juste dans ton fauteuil, dans le ciel là, et puis tu peux regarder autour. On va suivre ça. Et puis tu pratiques également le cyclisme. Tu roules ? Ouais, moi j'aime vraiment le vélo de route, donc je pratique l'hiver ski de fond, et puis l'été beaucoup de vélo de route. Là j'ai acheté un vélo gravel et je l'ai équipé de sacoche et du coup on a ça. Là on fait fin septembre la traversée des Alpes en mixte, du coup gravel et route. Ouais, mais c'est vraiment là on parle de liberté, quand tu me disais justement les sauts un petit peu rando, bivouac, c'est dans l'esprit gravel, tu vas où tu veux. C'est ça qui est chouette. Tu vas où tu veux, tu choisis un petit peu tes chemins, et puis dans les Alpes, alors là, c'est juste magnifique, quoi. Le problème, c'est qu'avec l'option gravel, on a du mal à tailler des étapes de moins de 3500-4000 à la journée. Donc, il va falloir qu'on roule un petit peu, là, si fin septembre, on n'a pas envie de trop souffrir. On parle de paysage. Quel est le plus beau spot sur lequel tu es sauté ? Alors... ça va faire chauvine, mais je vais dire Annecy. Parce que c'est déjà un spot mondialement connu, très clairement. Mais toi t'as sauté aux quatre coins de la planète, tu aurais pu avoir un endroit qui t'a vraiment marqué. Alors j'ai volé, pas sauté, mais j'ai volé, effectivement, dans plein d'endroits. Et quand je reviens chez moi, je me dis, quand même, on est pas mal à la maison. Quelle est la part, Laurie, des femmes dans la discipline que tu pratiques ? Alors, on est, je crois, 15% de pratiquantes et 10% en compétition. Donc, c'est vraiment... c'est un peu représentatif. Ça correspond aussi dans la discipline que je pratique, tu vois, c'est à peu près dans ces... Ouais, on a pas mal de filles en initiation en parapente, donc qui viennent découvrir l'activité. Et puis après, je sais pas si c'est le fait que ce soit une activité vraiment chronophage ou également l'engagement qui est nécessaire pour pratiquer ça en sécurité. Mais du coup, quand on approche, quand elles commencent à être des pilotes autonomes et qui commencent à faire un peu de vol de distance, là on en a un petit peu moins. Mais j'ai l'impression que ça augmente, un peu comme dans tous les sports en général. Et surtout de plein air comme ça. Et c'est chouette. Ouais. Et puis moi j'ai toujours soutenu le fait que comme c'est pas un sport où les caractéristiques physiques sont vraiment le plus importantes dans la production de la performance, et ben du coup on peut être aussi forte en étant une femme par rapport aux hommes. Mais tout comme en ultra-endurance où on se rend compte qu'en fait, évidemment, ça, tu convaincs, dès qu'on augmente les distances, en fait, on arrive à parfait. Donc, Complètement. Est-ce qu'il y a un message, on arrive sur la fin de l'épisode, Laurie, est-ce qu'il y a un message que tu voudrais faire passer ? Si ce n'est celui de me donner rendez-vous pour sauter, juste. Non, mais vraiment, découvrez le parapente. Vraiment, venez sans a priori. Parce que c'est une chouette discipline qui peut se pratiquer, comme je le disais, en limitant la prise de risque. Et je suis convaincu que ça vous plaira si vous venez voir. Eh bien, écoute, je note l'invitation et puis peut-être la suite dans un prochain épisode. En tout cas, un grand merci. Moi, j'ai découvert plein de choses. Tu l'as vu, je t'ai posé beaucoup de questions peut-être naïves, mais ça m'a permis de beaucoup mieux comprendre. Sûrement des questions que les auditeurs se posent aussi. Tout à fait. Donc un grand merci à toi pour ta disponibilité. Merci à toi. Et puis au plaisir de pouvoir voler avec toi. Super, à tout bientôt. Merci. C'est déjà fini. N'hésitez pas à commenter cet épisode sur les réseaux ou tout simplement en contactant mon invité. Si vous avez dans votre entourage des personnes qui ont des parcours de vie ultra ordinaires, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me mettre en relation avec cette personne. Et n'oubliez pas, la meilleure manière de m'aider à faire connaître le podcast Ultra Talk est d'en parler autour de vous, de mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou de partager sur les réseaux sociaux cet épisode via les stories. Un grand merci à vous. Portez-vous bien et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Ultra Talk.